Merci beaucoup pour l'invitation. Comme Denis le rappelait tout à l'heure, je suis venu discuter de ces sujets-là il y a quelques années. Il y a des choses qui ont changé quand même ces derniers mois. Donc c'est justement intéressant de pouvoir refaire le point sur les éléments qu'on avait déjà évoqués parce que voilà, je pense que comme c'était justement rappelé juste avant, le risque justement avec Donald Trump et avec ce qui est l'ouragan de mesures qui sont annoncées presque tous les jours, toutes les semaines, c'est de se faire piéger dans une analyse de court terme et de réaction à l'actualité, ce qui est en train de se passer, qui est une accélération, hein, mais qui est une accélération de quelque chose qui était déjà présent ou il y avait des prémices en tout cas. Et les tendances, et c'est justement dans ces tendances que c'est intéressant d'analyser ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je pense que c'est exactement le type d'analyse qu'on peut, voilà, qui est intéressant de discuter et qui est le lieu ici, un bon lieu pour discuter de ça. Donc merci en tout cas de cette invitation. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est déjà de revenir quand même sur la période actuelle, sur les 4 derniers mois et redire quand même ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours et beaucoup de choses qui se sont passées. Donc je pense que c'est quand même intéressant de faire le point un petit peu sur un peu les perspectives à court terme aussi avec les négociations qui sont en cours. Puis après revenir un petit peu sur la période, alors pas la période très longue, mais sur au moins les 15 dernières années pour replacer ça un peu à l'arrivée de Trump dans cette perspective-là d'évolution du commerce international. Et puis revenir ensuite à la toute fin sur les conséquences pour l'Union européenne. Je pense que c'est une des dimensions importantes et pour son insertion dans la mondialisation. Donc, Trump aujourd'hui. Donc, Trump, en 4 mois, a fait plus que, je pense, n'importe quel président des États-Unis depuis plusieurs décennies sur le front du commerce international. De manière assez claire, on a une multitude de mesures. Alors moi, je vais me concentrer sur les mesures qui montraient au commerce international, aux droits de douane. Il y en a évidemment énormément qui concernent l'immigration, qui concernent l'économie américaine et les libertés aux États-Unis, qui sont aussi fondamentaux. Voilà, sur le front commercial, on a donc une multitude de mesures qui s'accumulent de droits de douane qui s'accumulent. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qui était attendu. On attendait, ça avait été annoncé, un certain nombre de droits de douane. On s'attendait pas à ce qu'il y ait des droits de douane. À mon sens, on s'attendait pas à ce que les premiers pays visés ne soient pas forcément la Chine, mais voisins les plus proches des États-Unis, et notamment le Canada et le Mexique, qui étaient absolument pas visés dans les annonces de Donald Trump avant son élection. C'est la dimension d'incertitude. La dimension d'incertitude, à mon sens, on l'a beaucoup évoqué sur les allers-retours, les annonces qui sont ensuite démenties quelques heures après, quelques jours après, le fait que la plupart des conseillers de Donald Trump ont aucune idée de ce qu'il va annoncer, même quelques heures avant que les annonces soient faites, ce qui semble une réalité. Il semble que cette incertitude, c'est de l'objectif. Et c'est amené à perdurer. On va avoir, je pense, des annonces, comme on a eu justement hier sur les 50%, la menace de 50% de droits de douane. On va avoir des annonces qui vont se succéder, parce que c'est l'objectif. Cette incertitude, elle met les États-Unis et Donald Trump au cœur du jeu. Elle le met au cœur de l'attention, mais elle le met aussi au cœur des négociations. Et sur ces négociations, c'est des négociations directement avec Donald Trump. On le voit bien, c'est des négociations qui doivent passer par Donald Trump. Et on voit bien les entreprises qui ont bien compris aussi l'objectif et l'avantage qu'elles ont, enfin l'obligation qu'elles ont d'aller voir Donald Trump à la Maison-Blanche et d'annoncer des investissements extrêmement importants. On a vu beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises aller annoncer des investissements extrêmement importants avec des perspectives de réalisation de ces investissements qui, à mon sens, sont extrêmement faibles. Mais on est vraiment sur une dimension performative d'annonces qui sont plus importantes que leur réalisation, à mon sens. Donc voilà il me semble sur ce qu'on peut dire aujourd'hui de là où on en est et justement la perspective sur ces négociations. Donc il y a peu de perspectives, voilà, de revenir en arrière. Et il me semble sur ces négociations, on voit bien que la plupart des gouvernements sont assez réfractaires et rentrent dans ces négociations
avec peu de perspectives et peu d'ambition sur ce qui peut être réalisé, ce qui peut être réalisé à mon sens, mais avec la volonté d'avoir des annonces, parce que c'est aussi ça, ces annonces qui permettent aussi, a priori, à Donald Trump de poursuivre et de continuer son récit sur ces mesures de politique internationale. Donc, le deuxième élément, sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que Trump ne vient pas de nulle part. Et je pense que ça, c'est une des dimensions qui est importante. Voilà, tous ces éléments-là voilà, de mesures contre la Chine d'une part, de manière assez claire, de focalisation sur la Chine, de focalisation aussi et de retournement vis-à-vis des alliés et notamment de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui était déjà présent, à mon sens, dans la politique internationale des États-Unis. Et puis, de manière générale, il me semble qu'il y a une dimension d'intervention du politique, de géoéconomie ou de géopolitique de plus en plus présente au niveau international, qui est pas nouvelle avec Donald Trump et qui existe depuis au moins une dizaine d'années. Et donc, il me semble que voilà, il y a quelque chose de sorte de révélation qui a été déjà une partie, il me semble, la crise du Covid a déjà révélé une partie de ces éléments-là, même si elle a plutôt joué le rôle de révélateur que de réels risques liés au commerce international. Mais il y a un changement, il me semble, de perception que Trump accélère sur le fait que le commerce international qui était vu comme une source de gain pour les pays, éventuellement avec des effets redistributifs à l'intérieur des pays, mais qui était vu largement comme une source de gain, qui aujourd'hui est de plus en plus vu comme une source de risque, de vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on peut faire remonter à mon sens, voilà, au début des années 2010, avec un basculement, il me semble, de ce point de vue-là, au début des années 2010, qui est lié en partie à l'émergence de la Chine, qui est lié en partie à l'affirmation de la Chine, mais ça va être évoqué après, mais qui est lié aussi, du point de vue, à mon sens, américain, à une affirmation américaine et à une volonté américaine de réindustrialisation qui est devenue de plus en plus importante. Donc, on a eu de nombreux événements, finalement, il me semble, d'intervention de l'État, de la puissance publique, du politique, du géopolitique dans l'économie internationale depuis une dizaine d'années, et qui sont traduits par des événements de coercition. Donc, on a beaucoup parlé des événements de coercition de la part de la Chine, à commencer par voilà, les restrictions sur les exportations de terres rares en 2010 vis-à-vis du Japon, qui a été un des événements marquants, qui a été beaucoup utilisé comme premier point d'émergence des sujets de sécurité économique, mais on a aussi du point de vue des Américains, des États-Unis, beaucoup d'éléments. On a beaucoup parlé en fait de l'extraterritorialité du droit américain. C'est exactement la même type de logique qui était à l'œuvre, des éléments qui reviennent à de la coercition, d'imposer des sanctions sur des pays étrangers. Et on l'a vu dans un certain nombre de cas, que ce soit dans le cas iranien, mais de manière beaucoup plus large, et vis-à-vis d'acteurs étrangers, notamment d'acteurs européens. On se souvient exactement des banques et des amendes extrêmement importantes contre la BNP ces dernières années. Il n'empêche que du point de vue de la mondialisation, on a eu une mondialisation qui a été extrêmement résiliente par rapport à Ouais. ces chocs-là. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui est important. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de réaction à ce qui s'est passé sur les 3 ou 4 derniers mois. Mais on a eu une mondialisation extrêmement résiliente. La part du commerce dans le PIB mondial est restée relativement stable depuis une quinzaine d'années. Alors, effectivement, elle a arrêté d'augmenter. On avait vraiment une augmentation du taux d'ouverture extrêmement importante à partir notamment du début des années 1990, une accélération à partir du début des années 1990. Mais on a vraiment une stagnation de ce taux d'ouverture. Donc, on n'a pas de repli vers les économies nationales qui s'est opéré, alors qu'on a une succession de crises comme on n'en avait jamais eu. Voilà, quand on était en 2008-2009, je me souviens, pour commenter ce qui se passait en 2008-2009, on revenait à la crise de 1929. Aujourd'hui, depuis, on a eu le Brexit, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine et on a aujourd'hui maintenant une guerre commerciale entre, enfin,
des États-Unis vis-à-vis un conflit commercial des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Et on avait déjà eu en 2018 voilà, un conflit commercial assez dur entre les États-Unis et la Chine qui paraît aujourd'hui limité, mais qui était important à l'époque. Donc on a cette résilience quand même qui paraît importante, avec des prémices quand même de fragmentation fragmentation du système commercial international, mais de fractionnement limité, avec un certain nombre de pays qui apparaissaient comme des pays connecteurs, donc qui permettaient de connecter notamment la Chine aux États-Unis et les États-Unis à la Chine. Notamment, on a beaucoup parlé du Mexique, du Vietnam, qui servaient de plateforme intermédiaire entre ces différents pays. Et donc, voilà, une façon au système commercial international et aux entreprises multinationales de s'adapter à aux droits de douane et aux mesures vis-à-vis de la Chine qui avaient été décidées. Il me semble qu'il faut aussi quand même rappeler sur le type de mesures qui ont été prises, sur le type de mesures vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Union européenne, le traitement de l'Union européenne. Faut souligner la continuité, d'une certaine manière, entre Joe Biden et Donald Trump. La focalisation sur la Chine et les mesures extrêmement dures vis-à-vis de la Chine, elles ont été décidées par Donald Trump en 2018. Elles ont été maintenues par Joe Biden avec éventuellement un renforcement sur un certain nombre de dimensions, sur le contrôle des exportations, sur le contrôle de la politisation du secteur des semi-conducteurs, qui a été particulièrement importante avec Joe Biden, et sur aussi des éléments de sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été continué par Joe Biden et encore approfondi aujourd'hui par Donald Trump avec des mesures beaucoup plus fortes. Mais il n'empêche qu'on avait déjà ça et on avait déjà ces éléments-là de manière beaucoup plus ciblée, mais qui me paraissent aussi importants. Et vis-à-vis de l'Union européenne, il faut se rappeler aussi que c'était pas une politique à l'encontre de l'Union européenne, mais il y avait voilà, la non prise en compte des intérêts de l'Union européenne. Elle était déjà assez importante. Si vous vous rappelez, au moment de la promulgation de l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, qui est le grand plan de Joe Biden, le grand plan de politique industrielle de Joe Biden, il y a une réaction extrêmement forte du côté de la Commission européenne et des gouvernements européens. Pourquoi? Parce que les intérêts des gouvernements européens n'avaient pas du tout été pris en compte. Et notamment, on avait des aspects de clauses de contenu local qui favorisaient les investissements aux États-Unis et qui ciblaient de manière délibérée des entreprises qui avaient aussi des opérations en Chine, mais qui faisaient complètement abstraction du fait que ça avait des impacts extrêmement importants sur aussi les entreprises européennes et sur l'activité en Europe. Et c'était pas, il me semble, un objectif de toucher des entreprises européennes et de toucher le système productif européen. C'était juste d'avoir ignoré, oublié de prendre en compte l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui n'était plus présente dans la manière de penser et la manière de penser les politiques publiques et une politique publique extrêmement ambitieuse pour la présidence de Joe Biden. Les intérêts de l'Union européenne n'étaient juste pas pris en compte et pas présents. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui se retrouve de manière beaucoup plus importante avec des politiques à l'encontre de l'Union européenne aujourd'hui, mais à la non prise en compte de l'Union européenne et l'absence de traitement préférentiel, c'est quelque chose qui était déjà présent à mon sens avant. Donc juste dans les 4-5 minutes qui me restent, quelles sont voilà les conséquences, il me semble, pour l'Union européenne? Il y a une dimension importante pour l'Union européenne. Je vais juste me concentrer sur deux dimensions. La première, c'est l'insertion de l'Union européenne dans le système commercial international. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'insertion de l'Union européenne dans le système commercial international? Voilà, je l'ai rappelé, cette question de l'irruption d'un monde de puissance, là où on était dans un monde d'économie au moins depuis 1990, dans un système où l'économie prédominait plutôt que les questions de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne, qui est, d'une certaine manière, la bonne élève du multilatéralisme? Et ça pose la question dans un monde où l'hégémone, la puissance dominante, qui ont mis en place le système multilatéral s'en retire, refuse d'assurer ce rôle de coordination,
de sécurisation des mers, etc., qui est le rôle de la puissance dominante, parce que bah, les États-Unis n'y retrouvent plus en tout cas, les avantages les gains qu'ils pouvaient y voir à un moment. Bah, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'Union européenne de continuer à soutenir ce système commercial multilatéral et ce système économique multilatéral? Sachant que, sorti des États-Unis, la plupart des pays restent favorables à ce système-là. Mais il n'empêche que, est-ce que c'est possible de soutenir un système comme ça? C'est une question qui est posée sans le principal acteur et l'hégémone qui étaient les États-Unis, en tout cas au moins jusqu'à maintenant, et sûrement qui est, dont la question est posée de la poursuite de ce statut-là. Donc voilà, c'est une question qui est posée. Il me semble qu'il faut rappeler quand même que l'Union européenne, elle bénéficie plus que d'autres de ce système-là, parce que c'est aussi euh, une construction avec, effectivement, qui a moins de capacité à agir dans un monde de puissance, moins de capacité à, voilà, mettre en place des politiques industrielles, à mettre en place c'est un continent qui est plus ouvert. Donc, au moins à court terme, on est un continent qui est effectivement, qui bénéficie plus de ce système. Mais la question est posée de est-ce qu'on peut vraiment continuer dans ce système-là? Et il me semble qu'il y a déjà des ruptures qui étaient en cours au niveau de la pensée des questions économiques au niveau de l'Union européenne, qui étaient importantes et qui se sont traduites d'ailleurs de manière assez claire dans les recommandations du rapport de Mario Draghi, qui, voilà, pour quelqu'un qui est issu du sérail et un ancien président de la Commission européenne, pas un radical, un économiste extrêmement radical. Les propositions sur, bah, voilà, faire une politique industrielle ciblée, choisir des secteurs, discuter de quels sont les secteurs importants, discuter de comment on va favoriser certains secteurs par rapport à d'autres, revenir sur l'ouverture commerciale et dire de manière explicite que sur certains secteurs, on doit mettre des barrières au commerce dans le long terme, c'est une rupture assez radicale par rapport à la pensée européenne de ces dernières années, qui était vraiment pensée sur la concurrence, maintenir la concurrence, encadrer les aides d'État et laisser le marché choisir le tissu productif et la composition du tissu productif. Donc il y a cette question qui était déjà posée. Et la deuxième question qui était déjà posée, c'était justement sur l'ouverture commerciale et l'ouverture commerciale, le fait de se reposer trop sur la demande extérieure au niveau de l'Union européenne et ces excédents commerciaux particulièrement importants au niveau de l'Union européenne, et donc de basculer la demande vers les sources de croissance, vers plus de demande intérieure et d'investissement dans l'économie européenne. C'était aussi une question qui était posée, qui a évolué de manière assez forte ces derniers mois avec du côté allemand pour le coup, avec le plan qui a été annoncé. Mais qui est voilà, c'est des évolutions qui sont en cours depuis, à mon sens, le Covid, qui ont beaucoup bougé dans la perception des choses et dans la perception des politiques et qui demandent encore à être mises en place. Et c'est une question qui se pose. Voilà, comment ces dimensions-là, qui me semblent renforcées par l'émergence de Donald Trump et les politiques de Donald Trump, une bonne réponse à ces politiques-là comment ça va être utilisé ou pas comme pour renforcer cette dimension-là. Et dernière dimension, et je m'arrête vraiment juste après ça, c'est une question aussi sur la double dimension donc de voilà économie de puissance et de géopolitique internationale, d'importance de la géopolitique au niveau international aujourd'hui et de bifurcation écologique. Et ça, c'est une dernière dimension qui me semble aussi fondamentale et fondamentale dans ce qui s'est passé parce que s'il y avait bien une rupture dans la politique de Donald Trump, c'est sur les questions écologiques euh, sortir de l'accord de Paris, revenir sur l'ensemble des politiques qui avaient été mises en place par Joe Biden dans ce sens-là sur l'Inflation Reduction Act, c'est un retour en arrière qui est fondamental. Un retour en arrière vers une économie brune qui est assez fondamentale. Et ce qui veut dire aussi une division du monde, enfin une division en tout cas transatlantique, entre une économie qui va devenir de plus en plus brune au niveau des États-Unis, enfin revenir à une économie brune, revenir sur la transition écologique, et du côté européen, une décision à prendre, et on voit toutes les contradictions avec les retours en arrière sur les normes environnementales qui sont demandées par les entreprises,
voilà, des questions qui sont posées sur la continuité de cette politique et de cette transition écologique, parce que on peut difficilement parler aujourd'hui encore de bifurcation écologique. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un troisième acteur qui est la Chine et qui est fondamental, qui est aussi dans une démarche, qui est aussi une démarche de puissance et d'utiliser les industries vertes comme un moteur de développement et un instrument de puissance, mais qui est aussi dans cette démarche de transition écologique, au moins dans le secteur automobile et au moins dans les politiques et les aspects industriels. Et donc, il y a tout un aspect qui se greffe à ça sur la course aux ressources naturelles. Et on voit bien que les questions des ressources naturelles dans la rhétorique de Donald Trump, le Groenland, etc., c'est une dimension importante. Et c'est aussi une dimension importante du côté chinois. Pour l'Europe, c'est aussi une dimension fondamentale parce que la transition écologique, c'est aussi se libérer de certaines dépendances et notamment des dépendances aux hydrocarbures. Et il y a cette reconfiguration des dépendances qui est assez fondamentale et qui se greffe en plus à tous ces éléments. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas faire beaucoup plus long. Merci beaucoup de m'avoir écouté.